Bonjour, je m'appelle Jenny, j'ai 34 ans. J'ai été victime d'un accident de brûlure à l'âge de 2 mois et dans ma vie, j'ai régulièrement été confrontée au harcèlement. Bonjour Jenny, Bonjour Jérém. enchanté, ravi de te rencontrer. Mais oui, moi de même. On s'est donc rencontrés sur les réseaux sociaux. J'ai découvert le profil de Jenny, j'ai été très touché par son histoire que tu vas nous raconter justement. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand tu étais alors qu'un bébé finalement? Exact. Alors moi, j'ai été victime d'un accident de brûlure à l'âge de 2 mois. En fait, j'ai eu ma maison qui a pris feu. Je me suis retrouvée dans l'incendie de ma maison au Chili. Et le feu, donc on appelle ça un accident domestique. Ouais. Et le feu est parti de mon berceau. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti de quoi? Pourquoi il y a eu le feu à ton berceau? Alors, autour de mon berceau, il y avait une moustiquaire. Et puis, mes parents, n'ayant très certainement pas l'électricité, ils avaient posé une bougie à côté de mon berceau, je pense, pour veiller sur moi. Et à un moment donné, la flamme de la bougie, elle a fait comme ça, sur le berceau. Et elle a fait prendre feu la moustiquaire, le berceau, la maison et moi-même. C'est une histoire finalement qu'on t'a racontée puisque tu ne te souviens de rien. Tu avais quoi, 2 mois, c'est ça? Oui, alors ce sont les pompiers qui nous ont raconté, qui nous ont fait l'histoire de l'accident. Mes parents ont pris leurs jambes à leur trousse, ils ont pris le reste des enfants qui pouvaient être sauvés et ils sont partis. Mais ta famille, alors quand tu nous expliques qu'à cette époque-là, au Chili, il y a combien? Il y a 34 ans du coup. Ouais. Comment ça, elle s'est enfuie et pourquoi elle ne t'a pas récupéré? Elle t'a laissé dans la maison? En fait, si tu veux, le feu est parti, l'incendie est parti de mon berceau. Alors, je pense, c'est ce que je me dis, hein, c'est que je pense que quand tu vois le berceau qui est en train de s'embraser, bah, tu te dis, on va sauver ceux qui peuvent être sauvés. Moi, je pense que déjà là, pour eux, j'étais perdue. À partir du moment où tu as été retrouvée par les pompiers, j'imagine que tu as été donc rapatriée. Pourquoi la Suisse? Parce qu'aujourd'hui tu vis en Suisse. Comment ça s'est passé ensuite? Les pompiers m'ont amenée à Santiago, à la capitale, et ils m'ont déposée dans ce grand hôpital pour qu'on puisse me sauver. J'ai eu une bonne vingtaine d'opérations là-bas, au Chili. Et arrivé à un stade, ils se sont dit, on ne peut plus rien faire. Parce que déjà, financièrement, ça coûte. Et qui payait du coup? Ah, ben alors là, bonne question, parce que j'avais perdu mes parents, en fait, si tu veux, entre guillemets. Moi, on ne retrouvait pas... À ce moment-là, on ne savait pas où étaient mes parents. J'étais un bébé qui était orphelin de père et de mère à ce moment-là. Donc, si tu veux, après, on m'a offert ce qu'on pouvait m'offrir. J'ai eu beaucoup d'opérations de nettoyage de plaies. Après, un petit peu de reconstruction, mais il paraît que c'était très bancal, parce que ce n'était pas les mêmes techniques chirurgicales. Et puis ensuite, on m'a laissé, puis on attendait que je meure, simplement. Moi, j'ai été brûlée à 30% de la surface corporelle et au 3e degré. Oh. Donc, t'imagines un petit bébé comme ça, 30% de la surface corporelle, quand le bébé il est comme ça, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est sûr. Et j'ai 50%, c'est des conséquences de la brûlure. J'ai 80% qui sont touchés par la brûlure, en fait. Donc voilà, et puis moi j'étais à l'hôpital à Santiago, à peu près dans un corridor, d'après ce qu'on m'a eu dit, et on attendait que je meure, parce que j'étais plus viable, selon le personnel médical. Et là, il y a eu un délégué de l'association Terre des Hommes, qui est une association suisse. Ils envoient des délégués dans les pays pour aller ramener des enfants en Suisse pour se faire soigner. Et il m'a vu, puis il a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ce petit bébé? Est-ce que ce bébé, il a des parents? Est-ce qu'il a de la famille? Est-ce qu'il a des soins? Parce que ce petit bébé, il est gravement atteint, il a besoin de soins. Et là, ils ont dit, mais non, on ne sait pas où sont les parents. Et voilà. Et ce délégué m'a vu là-bas, et il s'est dit, mais par le biais de notre association, vu que je viens pour un autre enfant, mais je veux aussi m'occuper de cet enfant, et je vais le faire venir en Suisse pour que cet enfant puisse être soigné aux hôpitaux universitaires de Genève par des grands spécialistes. Et du coup, je suis venue à Genève. Je crois que je suis venue autour des 11 mois, je crois. Par avion, donc du coup, rapatrié. Exact. Par finalement ce sauveur. Ouais, ça a été mon sauveur, clairement. C'est l'homme de ta vie. Je les ai revus. En fait, ils étaient deux. Il y avait un homme et une femme. Je les ai revus.
Je crois que j'avais 10-12 ans quand je les ai revus. Ça devait être beaucoup Ouais, d'émotions, non? c'était... Puis en même temps, je me dis, aujourd'hui, tu vois, j'en ai 34, donc ça fait plus de 12 ans que je les ai plus revus. Bon, maintenant, ils ne travaillent plus pour Terre des Hommes, mais ouais, c'était très fort. Ah oui, très, c'est très sûr, fort. ça devait être waouh. Quand tu revois tes sauveurs, Ah tu ben, sais... c'est incroyable. Non, c'était très fort. C'était très beau. Qu'est-ce qui se passe du coup lors de ton retour, de ton arrivée en Suisse? Tu es donc adopté par une famille. L'association Terre des Hommes a pris contact avec mes parents d'adoption aujourd'hui. Donc au début, ils avaient ce dossier dans les mains, donc mon dossier médical, avec une photo à l'appui. Et ils ont dit, mais par contre, nous, on fait aussi de l'accueil. Mais nous, alors, on va vous prendre cet enfant en accueil entre les opérations. Et puis, donc jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai eu beaucoup d'opérations. Et moi, entre-temps, j'ai été adoptée. Parce qu'ils avaient recherché ma famille, ils n'ont pas retrouvé ma famille. Ils ont retrouvé une grand-maman qui n'a pas voulu me reprendre. Ah bon? Pour des raisons financières, pour des raisons, je pense, d'âge, parce qu'elle était âgée, je pense. Et puis après, il y avait aussi le problème, à cette époque, dans ces pays, elle se disait, mais si je retrouve mon enfant, donc ça peut être son fils ou sa fille, parce que je ne sais plus si c'était maternel ou paternel, elle se dit, mais moi, je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir volé leur enfant. Ah bah oui. Tu vois, il y avait encore ce problème-là qui se D'accord. posait. Alors, elle a dit, c'est elle qui a fait toutes les démarches avec l'association Terre des Hommes pour que je puisse être adoptée en Suisse. Et donc voilà, donc moi, après, j'ai été adoptée à 19 mois par mes parents aujourd'hui adoptifs, Ouais. qui avant étaient mes parents d'accueil, donc j'ai eu une continuité, si tu veux. Mais en fait, ils se sont attachés à toi. Au début, c'était Oui. juste de l'accueil et puis Ouais, ils ont voulu exactement. t'adopter finalement. Moi, je me suis attachée à eux et eux se sont attachés à moi et j'avais déjà d'autres frères et sœurs, parce que moi, je suis issue d'une famille nombreuse, hein. On est 10 enfants. Dans la famille d'adoption. Ouais, Ah oui, Ouais. ils sont tous adoptés? il y a 7 adoptés et 3 biologiques. C'est dingue. Ouais, j'ai une Punaise. histoire. Et du coup, alors voilà, tu commences à faire tes marques dans cette famille. À un moment donné, il y a l'école. Et oui. on sait à quel point l'école, hein, moi, voilà, pour l'avoir subi, les Ouais. gens sont intolérants. Encore plus, j'imagine, dans ta situation. Alors peut-être pas intolérant, mais il y a aussi un petit peu ce côté où on te dévisage. On n'a jamais vu ça, j'imagine, de notre vie quand on est un enfant et que tu débarques dans leur classe, par exemple, à tes camarades. Comment se passe ta scolarité, ta première expérience sociale, hein, parce que la scolarité, c'est la première expérience sociale. Alors déjà, mes parents adoptifs ont fait le choix d'arrêter les opérations à l'âge de 5 ans pour que je puisse avoir une scolarité normale. Ouais, moins perturbé. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé l'école, mon nez n'était pas formé. Ah bon? Non, parce que moi, j'ai mon nez qui a complètement fondu dans l'incendie. Il n'y avait plus que les 2 trous, si tu veux. Il n'y avait plus la masse... Ouais. La masse qui forme un nez, en fait. Bah, on arrive à rigoler de ça, nous. Non, mais il faut en rire, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Là, tu as quelque chose qui a été recréé pour former un nez. Voilà. Et tout ça, c'est des greffes de peau qui sont prises sur mon corps. Parce que c'est des techniques qui n'existaient pas. C'était ces techniques-là à l'époque, il y a 30 ans en arrière, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai commencé l'école et j'avais un nez comme ça, comme un boudin. Si tu veux, c'était des boudins qui changeaient chaque temps de temps, qui montaient, qui montaient. Et j'ai commencé l'école, j'avais un boudin comme ça. Donc mon nez n'était même pas terminé quand j'ai commencé l'école. Mais à un moment donné, tu vois, tu as 5 ans, il faut commencer l'école. Bah oui, oui, c'est sûr. Et ça a été très compliqué. Très, très compliqué parce que déjà, moi, je ne m'acceptais pas. Donc comment tu veux accepter l'autre si tu ne t'acceptes pas toi-même? Tu vois? Et c'était ça le souci principal, c'est que déjà, moi, je ne m'acceptais pas. Donc, je ne pouvais pas accepter un mauvais regard, je ne pouvais pas accepter une moquerie. C'était pas possible, je réagissais au quart de tour. Au quart de tour. Et dans la classe, j'étais l'élément perturbateur. Si tu veux, quand j'étais petite, j'avais toujours besoin d'être mise en avant, d'être la première, d'être vue pour tout. La maîtresse, elle répondait à une question, il fallait que je réponde tout de suite. J'attendais même pas que lever la main, on me donne tu vois, à l'école, on fait comme ça. Non, il fallait que je prenne cette place parce que je me disais dans ma tête d'enfant, hein, je me disais, mais si je prends pas cette place, on va pas m'aimer ou on va pas me remarquer. Tu vois? Et j'avais ce mécanisme-là qui était très mauvais, mais c'était mon mécanisme d'enfant. Ça t'a valu des problèmes en société dès le plus jeune âge. Quelles sont les réactions des gens? Comment les gens réagissent? Est-ce que tu as du soutien? Est-ce que tu es harcelé à un moment donné de ta scolarité? Oui, j'ai rencontré beaucoup de harcèlement scolaire. Mais le harcèlement scolaire, ça va d'une moquerie, d'un regard, d'un geste.
Ça peut aller, bah, tu vois, à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était médias, réseaux sociaux et tout ça. Je le vivais en direct, le harcèlement scolaire. Et ouais, c'était très, très, très compliqué pour moi. J'ai eu un exemple, parce que j'en ai reparlé récemment avec ma maman. Elle m'a dit, mais un jour, tu étais en petite section, je crois. Elle m'a dit, un jour, tu es rentrée à la maison, mais tu étais inconsolable. J'ai pas réussi à comprendre tout de suite qu'est-ce qui s'était passé. J'ai dû te calmer, j'ai dû te faire respirer pour que tu craches le morceau, en fait, puis que tu dises ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un petit garçon dans ma classe, un camarade, il m'a dit, mais tu peux le cramer. Oh, c'est violent. Ah, c'est horrible. Mais quand t'as 5-6 ans, puis tu te prends ça... Je sais pas quel âge j'avais entre 5 et 8 ans, tu vois. Mais à cet âge-là, tu étais consciente de ce qui t'était arrivé, tu le comprenais. Oui. Et puis tu le voyais de toute façon que moi, tu n'étais pas comme les autres. Moi, je savais que j'étais différente. Oui, Et je le savais. Tu le savais, donc mais on te le dit. Mais j'acceptais pas ma différence. Voilà, alors le fait de te le dire, ça devait être horrible. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Non, ça a été très difficile pour moi, puis ça a été très difficile aussi pour ma famille, mes parents. Non, ça a été extrêmement difficile. J'ai subi du harcèlement. On m'a volé mon téléphone dans mon casier, on m'a défoncé mon casier, on m'a volé ma trousse. Mais tout ça, mais parce que c'était moi. Puis qu'ils n'aimaient pas ma tête, pour dire. C'est juste ça. Parce que ma tête leur revenait pas. Voilà. Moi, je subissais ça. Et puis moi, j'étais très... J'étais pas du genre à pleurnicher, parce que sinon on disait « Ah, elle pleurniche, elle va toujours se plaindre au maître ou à la maîtresse, machin. » Alors je gardais beaucoup pour moi, puis je disais pas. Puis finalement je subissais, j'étais pas bien, quoi. Ça se voyait sur moi que j'étais pas bien. L'autocar, je prenais l'autocar pour aller à l'école. Et là c'était vraiment compliqué aussi, parce que il y avait des clans dans l'autocar. Et moi j'étais toujours avec une ou deux copines, puis ça s'arrêtait là. Et puis le reste de l'autocar, ils pouvaient pas me piffrer, quoi. Simplement parce que j'étais différente. Alors on m'a insulté, on m'a eu craché dessus, une fois on m'a tapé sur la tête, mais juste... Et personne ne disait rien? Non, puis moi je rentrais des fois en pleurs, ou des fois je rentrais puis je me plaignais, ou des fois je disais rien. Souvent je disais rien. Souvent je disais rien. Ouais. Non, j'ai beaucoup pris sur moi en fait. Et c'était pas bon. C'était pas bon. La scolarité, c'est quelque chose donc qui t'a marqué, c'est un mauvais souvenir finalement. Ouais, non, j'en garde pas un très très bon souvenir de la scolarité. Et puis, j'étais pas mauvaise élève, hein. J'étais même plutôt bonne élève. D'ailleurs, on m'appelait un peu l'intello. Alors, j'avais rien d'une intello, seulement j'étais un peu dans mon coin. Tu vois, je faisais mes trucs, on me donnait une date, je faisais les trucs à la bonne date. Enfin voilà, pour moi, j'appelle pas ça un intello, mais voilà, après, j'étais pas mauvaise élève. Mais ouais, je le faisais beaucoup en solitaire. J'avais pas trop de camarades. Alors, on le dit souvent quand on est victime de harcèlement scolaire, et je dis aussi à ceux qui nous regardent, il est très important d'en parler. C'est quelque chose que tu n'as pas fait visiblement, tu n'en parlais pas à tes parents. Peut-être pas assez. Par rapport à ce que je pouvais vivre ou ressentir, je parlais pas forcément, je gardais un peu pour moi, ouais. Pourquoi? Peut-être parce que je savais pas m'exprimer, ou je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je ferais plus pareil. Si je devais revenir en arrière en tant qu'enfant, je ne referais plus les choses de cette façon. Mais en attendant, moi, à cette époque, non, je pense que je n'étais pas prête à en parler, ou je ne savais pas en parler, ou j'osais pas, je ne sais pas. Et j'ai envie de dire à tous les jeunes, tous les enfants, les adolescents qui peuvent vivre ce que moi je peux vivre, parce qu'il n'y a pas besoin d'être comme moi pour vivre le harcèlement ou l'exclusion. Et j'ai envie de leur dire, mais à ces jeunes, mais restez pas dans le silence, quoi. Parlez, trouvez-vous quelqu'un, une personne de confiance. Ça peut être votre parent, ça peut être votre frère, une tante, une grand-maman, une voisine, n'importe qui. Mais parlez-en, quoi. Ouais, c'est important de libérer la parole. Oh oui, ça aide. Ce qui a été le plus dur pour moi, en fait, c'est à un moment donné, je devais avoir 7 ans, je pense. 7 ans, quelque chose comme ça. Il y a un instituteur qui a fait comprendre à mes parents et à moi-même qu'il ne me voulait pas dans sa classe. Ah bon, pourquoi? Alors que je devais changer de classe, c'était prévu comme ça. Et je devais aller chez cet instituteur, ce maître. Et il m'a dit, texto, moi je te prends pas dans ma classe. Ah bon? Tu vas perturber ma classe, tu vas perturber mes élèves. Mais tu sais, quand tu as 7 ans, 7 ans par là autour, puis que tu te prends ça en pleine figure. Mais t'imagines le rejet que tu te prends en tant qu'enfant? Ben, c'est surtout que c'est du harcèlement, mais cette fois à l'initiative d'un professeur. D'un adulte. Ouais. C'est l'enfant qui se prend le rejet d'un adulte. T'imagines? Et en fait, c'était quoi un délit? Excuse-moi l'expression, mais c'est le cas, c'est comme ça qu'on appelle ça, un délit de sale gueule.
Voilà. C'est ça, en fait. On Oui, se puis, dit, elle est pas puis comme les celui-ci, il autres. allait vraiment à la tête du client, hein, Mais- aussi. Déjà, quand il avait ses propres élèves, il fonctionnait déjà un petit peu comme ça, hein. Et il n'y avait pas de recours? Enfin, je veux dire, tes parents se sont pas battus? Enfin, on n'a pas le droit de oui. refuser quelqu'un parce qu'il a eu un accident. Mes parents ont déplacé monts et montagnes pendant l'été, Ouais. parce qu'à la rentrée scolaire, il fallait que je fasse ma rentrée scolaire comme les autres enfants. Bah oui. Et là, ils ont déplacé monts et montagnes avec la commune, avec une pédopsychiatre. Ils se sont dit, mais en fait, elle est différente et elle a besoin d'aide. Et ils se sont dit, il faut qu'on trouve une structure spécialisée pour Jenny, parce qu'elle a un stade de sa vie où elle a besoin d'aide. Il faut qu'elle soit entourée par des professionnels qui vont pouvoir l'aider à s'accepter, à avancer, déjà à se regarder dans un miroir. Parce que moi, jusqu'à l'âge de 8 ans, je fuyais les miroirs. Ma maman me proposait le miroir, elle me disait « Vas-y Jenny, regarde-toi ». Puis je lui disais toujours « Mais non, je veux pas voir ». Tu vois, parce que je rejetais mon image. Et à la rentrée scolaire, j'ai fait ma rentrée scolaire dans une institution spécialisée. Et là, j'ai dû apprendre aussi à faire ma place. Je me suis retrouvée aussi dans un nouvel élément, loin de ma famille, avec des nouveaux camarades, une nouvelle classe. Enfin voilà, ça a été difficile pour moi de faire ma place. Et finalement, cette école, ça a été le déclencheur de ma vie. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux le dire, ça a été le déclencheur de ma vie parce que je suis ressortie de cette école, j'étais plus la même enfant. Une scolarité donc assez compliquée et on peut le comprendre, hein, ça n'a pas dû être facile et chapeau, c'est le cas de le dire en plus avec ton chapeau. Chapeau, mais après finalement un premier harcèlement et un premier rejet à l'école s'ensuit. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que tu as passé un coup de gueule il n'y a pas longtemps sur tes réseaux sociaux, s'ensuit donc un harcèlement numérique. Et puis finalement, j'ai envie de te dire, un harcèlement à tout niveau, parce que quand tu es différente, partout en fait, on va te rejeter, il faut tout le temps faire sa place. Sur Internet, tu as choisi de t'exposer, de lancer un compte Instagram où tu chantes, d'ailleurs tu me chanterais une chanson tout à l'heure. Ça a dû être très compliqué de s'exposer sur Internet. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2013. Ouais. Et ouais, c'est pas simple. Ouais, je suis régulièrement confrontée à du cyberharcèlement, encore régulièrement et dernièrement. Le harcèlement sur Internet, il se manifeste en fait, si tu veux. Ça peut être les moqueries sur mon physique. T'as une sale gueule, t'es moche. Ah oui, clairement. On te dit ça? Mais oui, Il y a clairement. des gens qui osent. Moi, je veux pas dire toutes les insanités qu'on puisse me dire, mais oui, on me l'écrit texto. T'as une sale gueule, t'es moche, t'as la peau toute cramée, une fois on m'a écrit ça, des choses comme ça, tu vois, mais c'est dingue. Mais moi, ça m'hallucine. On m'a eu aussi donné des caricatures. Des gens, ils prennent le temps de prendre leur crayon, leur stylo, puis ils me dessinent des caricatures, puis ils me les envoient. J'ai reçu des caricatures sur Twitter. Et d'ailleurs, j'ai fermé mon compte Twitter, parce que Twitter, c'était vraiment devenu le déversoir. Ah bah c'est horrible. Je voyais beaucoup de haine sur ce réseau social. Comment on le prend quand on reçoit des insultes comme ça? C'est quelque chose qui t'a suivi pendant ton enfance, encore aujourd'hui, qui te suivra toute ta vie. Tu auras toujours des gens intolérants. Est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que tu te dis, mais c'est dégueulasse, j'ai déjà vécu ça dans ma vie, qui est horrible, et en plus de ça, les gens en remettent une couche. Est-ce qu'on le vit mal? Alors bien sûr, je ne vais pas dire olé olé, je suis contente, j'ai reçu une... Non, bien sûr, je suis humaine. Comme tout le monde. Alors oui, ça me touche. Il y a des jours, ça va me toucher plus que d'autres. Il y a des jours, on va m'écrire ah bah, t'es trop moche, t'as une sale gueule. Ok, bah hop, tu bloques, tu passes, tu vois. Il y a des jours, je serais capable de me dire je passe, je m'arrête pas à ça. Puis il y a des jours, bah, dépend comment tu es, dans quelle humeur t'es, dans quel mood tu te trouves et tout. Mais il y a des jours, ouais, ça m'attend, ça me touche. Puis quand tu reçois un message, ça va. Mais quand on reçoit une cinquantaine, puis que c'est toujours dans le même sens, mais tu finis par te remettre en question. Tu dis, mais ce que tu fais, est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Est-ce que tu fais quelque chose de juste, de faux? Est-ce que tu devrais peut-être pas un peu t'éloigner? Peut-être partir? Bah, tu vois, tu te remets beaucoup en question. Enfin, je sais pas, mais... Ouais, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Bah, c'est pas est-ce que c'est bien ce que tu fais, c'est t'as pas le choix, tu es ce que tu es. Les gens n'ont pas à s'attaquer sur une caractéristique physique et encore moins un accident. Ça t'arrive d'être chez toi et de pas du tout avoir le moral, de pleurer, ou aujourd'hui t'es forte et t'es habituée? Bien sûr, tout le monde pleure, je pense. Bah oui, évidemment. Oui, évidemment. Moi, il y a des jours, bah, déjà, par rapport aux réseaux sociaux, il y a des jours, je publie rien du tout.
Parce que tu n'as pas le moral. Parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le moral, parce que oui, il y a des jours où je pleure, parce qu'on a tous le moral en haut, le moral en bas, parce que bah, c'est tous les humains comme ça. La femme positive, la femme forte, non, des fois elle a l'impression qu'elle n'avance pas. Des fois elle est triste, des fois elle a l'impression qu'elle ne voit pas d'issue à certaines choses. Ça m'arrive aussi. Oui. Donc très compliqué, on sait à quel point les réseaux sociaux peuvent être terribles. Et moi je suis hyper contente de te rencontrer et super émue parce que... Non oui, moi aussi je vais pleurer, mais je suis super émue de te rencontrer parce que quand j'ai des problèmes et que je traverse des choses difficiles, bah, je te vois toi et je me dis mais ma vie à comparer, enfin... Pourquoi je me plains, quoi. Je me dis, et ça me donne énormément d'espoir. Et c'est souvent d'ailleurs les personnes qui sont le plus à plaindre, qui sont les plus positives. Je pense à mon amie Sabrina Perkis qui a eu une greffe, qui a la mucoviscidose, mais qui est tout le temps hyper positive et battante. Et je te vois toi sur tes réseaux hyper, voilà, de bonne humeur. Et moi, ça me rebooste, hein, franchement. Je suis souvent victime de polémiques, de personnes qui s'en prennent à moi violemment. Et quand je te vois toi, ça me rebooste. T'es un peu mon antidépresseur par moment. Et voilà, je voulais te dire bravo pour ton courage et puis le fait d'être qui tu es. On en parle, c'est difficile donc sur Internet. C'était difficile à l'école, mais ça doit être de manière plus générale aussi difficile en société. Par exemple, avant de venir à cette interview, tu as mangé au restaurant, tu es à Paris, tu n'es pas dans ta ville. Comment réagissent les gens dans la rue? Est-ce qu'on te dévisage? Est-ce que tu te sens vulnérable dans des lieux publics? Moi, je me sens très vulnérable quand je ne suis pas chez moi. Pas dans ma ville, en fait. Ouais, si bah tu veux. Dans ma ville, je suis connue, tout le monde sait qui c'est Jenny. Voilà, les gens me connaissent, m'ont déjà vu plusieurs fois. Voilà. Mais dès que je sors de ma ville, donc de mon confort, si tu veux, ma zone de confort, voilà, je me sens très vulnérable. Mais après, moi, j'ai appris à fonctionner comme ça. C'est que je ne m'arrête pas au regard des gens. Parce que si je m'arrête au regard des gens, mais je suis foutue. Je suis foutue. Mais il y a des fois, par moment, je m'arrête, par exemple, quand je suis dans le métro, quand je suis dans le train. Tout à coup, je suis là, puis je commence à scruter un peu les gens. Puis en fait, il y a toujours un regard sur moi. Ah bah oui. Et je sais distinguer les regards. Je sais si ce sera un regard de pitié, un regard de moquerie, un regard de méchanceté, un regard de compatissant. Je sais distinguer les genres de regards. Il y a tout le temps, tous les jours, des regards méchants qui se posent sur moi. On vit dans une société qui est difficile, qui est dure. Il y en a qui, au contraire, viennent te parler, te disent « Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame ?» ou au contraire, on te fuit par peur. Quand il y a les je dis deux. Peur de s'affronter aussi soi-même face à quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Oui, il y a les deux. Il y a des gens qui viennent me dire « Mais excusez-moi, madame, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une maladie ?» Les gens pensent beaucoup que ça peut être une maladie. D'accord. Moi, si on vient me demander gentiment, je réponds gentiment, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on vient m'agresser, m'insulter et tout, c'est bon, mais tu n'as même pas le droit à ta réponse, quoi. Mais ça t'est déjà arrivé, je pense, par exemple, à Paris, je sais pas, des jeunes un peu bébêtes dans des gares. Est-ce qu'on t'a déjà insulté, malmené? Moi, c'est ça qui me fait peur et si je voyais ça, ça me rendrait malade d'assister à ça. Hein. Ouais, ça m'est arrivé, on m'insulte. Pas plus tard que hier, dans le train, on m'a insulté. Ah bon? Oui. Il vient vers moi, puis il me fait « Mais toi, t'as une putain de sale gueule !» Et puis il fait comme ça, tu sais. C'est pas vrai. Mais oui. Mais je lui dis « Mais écoute, mais qu'est-ce que tu viens de me déranger? Si ma sale gueule, elle te dérange, viens pas me voir. Reste chez toi. » Non, mais moi, ça meurt de moi. Hein. Les gens comme ça, je te les fous en mais tu vois, direct. tu peux pas tout le temps réagir dans l'agressivité. Ouais, mais comment tu vas être aussi méchant, en fait, face à quelqu'un qui a subi quelque chose, qui a eu un accident? Tu peux pas attaquer ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Jérém. Mais voilà, après, à mon stade, où tu te trouves à 34 ans et tout, tu peux pas t'arrêter sur tout, c'est pas possible. Bon, après, toi, t'es habitué. C'est un choix aussi. Moi, c'est vrai que si je me mets à ta place et je me dis, oh mon Dieu, j'oserais pas dans la rue, je mettrais, je pense, au début des lunettes de soleil pour pas subir ce regard. Est-ce que toi, tu mets des lunettes de soleil ou tu te caches? Non, toi, tu vis Quand comme je mets des lunettes de soleil, quand il y a du soleil. Voilà, mais pas tout le temps. Mais pas pour me cacher, pas dans le but de me cacher. Non, au contraire. Moi, mes cicatrices, elles sont là, elles font partie de moi, je les accepte. Et moi, je suis au clair à 300% avec mon histoire, il n'y a pas de souci. Et voilà. Elles te conviennent, et tant mieux, elles te conviennent pas, mais laisse-moi tranquille. Question qu'on peut se poser, il y a l'intégration en société, tout ça, mais il y a aussi l'amour. Est-ce que tu as senti du rejet
quand tu, je sais pas, as voulu à un moment donné, par exemple, rencontrer l'amour. Est-ce que c'est difficile dans ta situation? Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai eu aucune relation amoureuse jusqu'à l'âge de 21 ans. D'accord. J'ai eu des petits coups de cœur pour des garçons, enfin voilà, mais je les gardais pour moi, parce que les garçons, ils ne me regardaient pas, ils m'insultaient, ils ne m'intégraient pas, donc voilà. Ça doit être horrible, ça, en tant que construction de femme. Ouais, mais bon, De pas écoute, être désirée, parce que ouais, c'est ce que tu me c'est dis. ça, c'est ça en fait. Mais après, je me posais pas plus de questions que ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas le moment pour. Enfin, tu vois. Ouais, mais on a tous envie d'être aimés. Oui, exactement. Ouais. Non, alors ça, je suis d'accord avec toi, totalement. Et j'ai eu un coup de cœur à l'âge de 21 ans. Ah, Ouais. Et là, j'ai vraiment ressenti que c'était pas du copinage, c'était pas de l'amitié. Je sentais qu'il y avait des sentiments amoureux qui d'accord. commençaient à naître en moi pour cet homme. Ouais. Et en fait, cet homme, moi, j'étais à l'école avec, en institution. Ah! Ouais! Et c'était réciproque? Et ça a été réciproque, D'accord. totalement. Mais nous, on s'était perdus de vue pendant notre adolescence. On savait juste nom, prénom, puis on habitait. On savait plus pas qui avait fait quelle école, apprentissage et tout. Puis on s'est retrouvés un jour dans un bistrot dans ma ville, parce qu'il avait déménagé dans ma ville. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas. On se retrouve dans un bistrot, on boit un verre, 2, 3, 4, et puis ben, finalement, on se quitte à 4 heures du matin pour la première retrouvaille qui n'était pas prévue, en fait. Et on se revoit le lendemain, on se revoit le surlendemain, enfin voilà. Et on commence à ressentir qu'on a juste envie de se voir, mais pas pour être juste des potes, tu vois. On ressent, et c'était totalement réciproque, qu'il avait commencé à avoir des vrais sentiments amoureux. Alors tout à coup, tu commences à te donner la main, tu fais des petits bisous, tu prends sur l'épaule, enfin, tous des trucs que moi je connaissais pas. C'était ta première Et expérience lui, en c'était plus? sa première expérience aussi. Bah, toi aussi, Tu mais vois? est-ce que c'était un garçon comme toi qui a eu un accident ou Non, brûlé? pas du tout, pas du tout. Non, du tout, du tout. C'est pas une obligation, hein. Oui, oui, je sais, mais on a tendance à se Ouais, dire que non. les gens, pour être mieux compris, vont peut-être sortir avec des personnes qui ont eu le même genre de situation dans leur vie. Ouais, alors non. Donc c'était quelqu'un totalement, comment dire, je sais très compliqué. Physiquement, qui n'était pas touché, ouais. C'est ça, Ouais, intact quoi. exact. Ouais, non, mais c'est ça, exact. Et finalement, on a tous les deux découvert la relation amoureuse ensemble. Parce que pour tous les deux, ça a été notre première fois. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, après on s'est mariés, Ah oui, maintenant on est divorcés. punaise, Oui. c'est dingue. Je me suis mariée Ah bah à non, mais- 24 ans et je me suis divorcée à 26. Ah ben, je suis super content d'entendre ça parce que sans avoir de préjugés ou d'a priori, je m'étais dit que bah, c'était quasiment impossible quoi, dans une situation comme toi, Et ben non. que ça doit être très compliqué. Et au final, bah si, c'est cool. Ouais, on s'est mariés et ça a été vraiment un mariage d'amour. D'accord. On en avait envie tous les deux à ce moment-là de notre vie. On en avait envie tous les deux, on voulait avoir des enfants. Aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai que bah, voilà, pour trouver l'amour, souvent, ils s'inscrivent sur des applications de rencontres, ils vont en discothèque. Toi, ça se passe comment? Est-ce que tu fais ce genre de choses? Bah, on fait comme tout le monde. Moi, je me suis aussi inscrite à une époque, hein, maintenant j'y suis plus, hein, mais à une époque, je me suis aussi inscrite sur des sites de rencontres. Alors chez nous, on a Badoo, on a quoi? Chez nous, on a célibataire.ch, Mythique. Et Voilà. la réaction des gens alors sur les sites de rencontres? Ah, mais les gens, les hommes, parce que bah voilà, moi je suis complètement hétéro, les hommes, ils recherchent pas du tout l'amour. C'est. Non, mais voilà, c'est. Faut pas espérer aller sur un site de rencontre pour rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, hein. Tu y crois moyen. Mais oui, je l'ai eu fait à une période, je l'ai eu fait, oui. Quand on se tape, on écrit à l'ordinateur et tout. Je dis pas salut, je suis Jenny, j'ai un visage différent, je suis victime de brûlure. Toi, je le raconte pas ma vie en entier, Ouais, tu vois. ouais. Mais par contre, je mets mes photos. D'accord. Et je mets mes vraies photos, tu vois. Et je pense que ça aide déjà à briser la glace, tu vois. Et après, ben, je me dis, si l'homme en question vient me parler, il sait déjà à qui il s'adresse, tu vois. Ben, pareil pour le boulot. Quand je cherchais du boulot, sur mes CV, je mettais la photo. Et alors, c'est pas dur pour le boulot? C'était très compliqué, le boulot, oui. Je me suis prise aussi des vagues de discrimination professionnelle. Une fois, j'avais postulé pour un poste, parce que moi, je suis infirmière assistante de métier, hein. D'accord. J'avais postulé, j'avais mis le CV, bon CV, une photo à l'appui, bonne photo, bon CV. Et puis j'avais postulé dans une institution pas loin de chez moi.
Et puis on me téléphone, très bon contact au téléphone, super feeling, on me donne rendez-vous tel jour, telle heure, ok, pas de souci, je serai là avec plaisir, machin. Ok, bah moi j'y vais positivement, tu vois, j'ai eu un bon contact au téléphone et tout. Et puis je vais à l'entreprise, puis je sais pas, je commençais à regarder un petit peu les murs, les placards, il y avait plein de... Je regardais un petit peu où j'étais, tu vois. Donc j'étais de dos de la personne. D'accord. Et puis elle arrive dans le corridor, donc je pense que c'était la directrice de l'institution. Et puis elle dit Madame Udriot. Puis je me retourne, puis je dis oui, c'est moi. Et puis bah, oui, c'est moi. Puis je me retourne, tu sais, pour dire bonjour oui. à la personne. Ah non, mais ça va pas le faire en fait. Quoi? Ouais. C'est pas vrai? Oui, c'est véridique. Comme ça? Oui. Mais moi, je suis restée là, mais... Qu'est-ce que je réponds? Je dois répondre, je dois pas répondre. Tu sais, je suis restée bête. Je m'attendais pas, en fait, à ça, tu vois. Non, mais t'imagines le culot des gens? Donc, en fait, à ce poste-là, on m'avait fait venir juste par curiosité. J'appelle ça de la curiosité malsaine. Est-ce que tu as déjà travaillé, du coup, quand même, oui, ou pas? Oui, j'ai exercé 10 ans mon métier. Et là, tu travailles actuellement? Non, je ne travaille plus. Pourquoi? Parce que j'ai repris le chemin des opérations. D'accord, alors les opérations, justement, on va en parler rapidement. Ça consiste en quoi les opérations? Ça coûte combien? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est pour avoir un visage de mieux en mieux finalement? Quel est le but des opérations? T'en es à combien là? Là, j'ai plus d'une 50aine d'opérations si tu comptes celles aussi au Chili. Ma maman m'a dit qu'il y a eu en tout cas une bonne vingtaine au Chili. Et là, ici en Suisse, j'ai une petite trentaine. Donc, ouais. Ça s'enchaîne un petit peu. Là, j'ai dit que j'avais 1 année à 2 ans d'opération. Le but, c'est un petit peu de les enchaîner. Parce que je fais ça maintenant dans ma vie, puis je le ferai peut-être plus après. Et en fait, c'est vraiment, à la base, c'est des opérations de confort. Alors certes, il y a de l'esthétisme. Vu que là, je me suis fait opérer du visage en décembre. Évidemment qu'il y a de l'esthétisme. Mais à la base, c'est du confort. Je me suis fait agrandir la bouche, donc meilleure respiration, meilleure prononciation, plus de facilité pour manger, plus de facilité pour chanter. Et puis, bah, évidemment, après, il y a de l'esthétisme qui rentre en compte. Et qui finance tout ça? J'imagine qu'il y a des aides. Alors, nous, on a beaucoup de chance en Suisse parce qu'on a l'assurance maladie. D'accord. Et c'est pris en charge par l'assurance maladie. Totalement. Nous, on paye un 10% le patient. Tu as des passions, notamment la chanson. Alors, ta première passion, je pense que c'est la vie, avant même de parler de la voilà. Chanson. C'est la vie. Quand on a vécu tout ça, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui ne croquent pas la vie à pleines dents et qui se laissent submerger par des futilités finalement quand on écoute ton histoire? Oh, mais prenez-vous pas la tête pour ce genre de choses. La vie, elle vaut tellement la peine d'être vécue. Il y a tellement de belles choses à vivre, il y a de belles personnes sur cette planète. Et moi, je m'enrichis de ces belles personnes. Et c'est ça qui m'aide aussi à avancer. Mais c'est fou d'entendre un discours aussi positif parce que je ne sais pas si j'aurais la force dans ta situation et à ta place. Tu me diras, comme tu le disais avant, on n'a pas le choix. Ah, c'est clairement ça. Mais c'est vrai que toi, tu es hyper positive. C'est vraiment un super exemple. Oh, mais c'est ma nature peut-être déjà comme ça. Oui. Et après, comme j'expliquais, moi, je suis entourée que de gens positifs. Ça aide aussi. Si tu devais adresser un message face caméra, par exemple, à cette nouvelle génération, moi je le vois lors de mes dédicaces, qui ne s'aime pas, qui a besoin de se mettre des filtres, qui se trouve tout le temps moche, cette génération Instagram superficielle qui ne pense qu'à son apparence, toi, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes, à ces gens-là? À tous ces jeunes qui sont sur Instagram et qui finalement rêvent de ce qu'ils peuvent voir. De un, c'est pas la vraie vie. Et de deux, la vraie vie, elle peut être aussi comme moi je la vis. Ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Les jeunes, s'il vous plaît, arrêtez de vous axer sur votre physique. Le physique, c'est quoi? C'est qu'une enveloppe. C'est pas vous, ça fait pas vous, c'est pas... ce qui fait vous, c'est votre personnalité, c'est votre âme, c'est votre pensée. C'est pas votre physique. Le physique, mais le physique, il évolue. Et c'est... Faut pas s'arrêter sur vos filtres, sur vos petits boutons, c'est rien du tout. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait cette interview parce que, comme je te le disais, très très belle rencontre et puis c'est vraiment un très très beau message que tu délivres et ça permet vraiment de se remettre en question et de ne plus voir les choses de la même manière. Donc bravo pour ton courage.
et tout ce que tu transmets. J'aimerais qu'on finisse cette interview en chanson. Alors, notre amie Jenny Artiste est une chanteuse sur son compte Instagram. Toute la journée, elle nous fait des covers. Donc, moi, j'en ai envie d'une. J'aimerais que tu me chantes un petit passage, quelque chose, parce que c'est ça aussi j'imagine, qui t'aide au quotidien. C'est ce qui t'aide à tenir. Ah oui, puis ça a été souvent ma bouée de sauvetage aussi, dans ma vie. Quand je vivais des moments un peu plus douloureux et tout, je me remettais à chanter et je sentais que, hop, ça me remontait vers le haut. Donc ouais, c'est ma passion, c'est toute ma vie, c'est mon oxygène. Eh bien, moi, je veux un petit extrait. Ah là 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 là. Que tout le monde connaît, quelque chose, un classique. La vie en rose d'Édith Piaf. Ah oui, j'adore. Mais je suis pas sûre de connaître bien les paroles, mais en tout cas un petit passage. Ah ouais, j'adore. Ça te va? Ouais, vas-y. En plus, dans Paris. C'est parfait. Ouais, super. Quand il me tient dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Je sais plus les paroles, désolée.